Oui, autant vous nous avez convaincus sur la nécessité de la nécessité de la reconnaissance ou l'élaboration d'un statut du mandataire ad hoc, autant je voudrais peut-être faire une mise en garde sur le besoin français de codification à tout prix, qui nous met quelquefois dans l'embarras. Les textes que vous nous avez rappelés sont relativement clairs pour la désignation de l'administrateur ad hoc. D'aller plus loin, je crains que ce soit peut-être porteur d'obscurité. C'est vrai qu'il y a des appréciations différentes par les juges, par les juridictions, mais elles ont tendance, normalement, si notre système fonctionne correctement, à s'unifier. Je ne vois pas, par exemple, et c'est une illustration de votre propos, vous nous avez parlé, c'est important, bien que ce n'était peut-être pas le thème d'aujourd'hui, mais de la gestion des fonds alloués aux mineurs. Il me semble que les textes sont clairs, à la limite, sauf erreur de ma part. Je réagis à chaud. Mais dans le mandat de l'administrateur ad hoc, dans la code de procédure pénale, je crois que le mandat, c'est la représentation en justice du mineur, pointe à la ligne. Donc le mineur est représenté en justice, il demande réparation de son préjudice lui est alloué. Là, il y a une petite période, un petit moment d'indécision. Est-ce que c'est l'administrateur ad hoc qui va recouvrer les fonds ? Bon, on peut se poser la question, mais dès lors qu'il s'agit de l'encaissement des fonds et de leur gestion, il me semble que ça n'a plus du tout à voir avec la représentation du mineur en justice et que c'est de la compétence du juge des tutelles, et nous avons les textes pour cela. Le relais doit être passé, le juge des tutelles va, ou s'il en a la possibilité, en fonction de l'inscription de l'administrateur ad hoc sur les listes adéquates, continuer, prolonger la mission de l'administrateur ad hoc, soit en désigner un nouveau pour la gestion des fonds. Voilà la question, lors de la dernière journée des adhérents en octobre dernier, tout de même, la situation des personnes physiques est intenable. Je veux dire, le fait qu'on permette à des gens de gérer avec les imprécisions qu'il y a sur ce terme, c'est venu de... le questionnement sur le terme gérer vient de est-ce qu'un jeune adulte qui a vu son indemnité gérée par un administrateur ad hoc peut lui reprocher de ne pas l'avoir géré en bon père de famille, lui-même ayant une conception peut-être un peu spéculative de la notion de père de famille, et lui reprocher de ne pas avoir produit plus d'intérêt. Mais ça, c'est anecdotique. Par contre, qu'on puisse laisser des personnes physiques faire transiter de l'argent par leur compte personnel et de ne pas avoir de garantie, qu'il n'y ait pas là des directives quand même claires pour réorienter la protection de ces fonds sur des associations tutélaires ou autres, est un problème. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu de gros cas, mais sur les exemples que nous avons répertoriés, quelqu'un devient incapable ou décède, et là, une centaine de dossiers représentant 400 000 euros, par exemple, en tout, seraient figés pendant une durée extrêmement longue, le temps qu'on résolve les problèmes posés par la destinée de ces sommes. S'ils sont sur un compte personnel, eh bien, ça rentrera pratiquement comme le compte personnel, quand bien même le juge des tutelles aura désigné un certain nombre de choses. Et nous avons eu dans la journée des adhérents, une juge des tutelles expérimentée était présente, et manifestement, il y avait des désaccords entre la juge des tutelles et, disons, son discours théorique sur ce qui était permis de faire et la réalité des choses. Et ça, on souhaite vraiment que ça puisse être mis à plat, parce que ça peut nuire considérablement à l'intérêt d'un certain nombre de mineurs. Là, il y a vraiment un vide juridique sur cette question. Sur l'autre point, c'est ce que je disais, c'est simplifier l'histoire des deux articles du Code civil. Ça paraît pas compliqué. On n'est pas du tout pour rechercher une codification, mais il y a quand même un certain nombre de points. Moi, c'est pas un point de vue personnel. Je reprends les travaux qui ont été conduits et publiés sur la question de l'administration ad hoc. Bon, ça mérite quand même d'être mis à plat dans le cadre d'un groupe de travail qui dirait faut-il effectivement y toucher ou pas. Moi, j'ai pas. Le tout, c'est qu'on me dise au bout du compte, dans la communauté des administrateurs ad hoc, oui, c'est satisfaisant, quelle que soit la nature de l'administrateur ad hoc en question.
je ne voudrais pas du tout, vous me direz si j'abuse de la parole, mais en ce qui concerne cette gestion des fonds, je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas, parce que je partage parfaitement votre inquiétude. Moi, j'en serais malade, hein, si j'avais connaissance de tels faits. J'en serais vraiment malade. Je ne vois pas comment cela peut se faire. Mais ça se fait. Bon, ça se fait. Mais quel est le vide juridique? Peut-être qu'on pourrait préciser certaines choses, mais le vide, les textes me paraissent complets. On a une mission d'administrateur ad hoc. J'ai rempli ma mission, j'en rends compte et je passe les clés à une autre personne où je la fais désigner. Mais je vois pas comment. Je pense que c'est des situations aussi regrettables, j'espère exceptionnelles, parce que c'est vrai qu'elles sont de nature à rendre malade n'importe quel professionnel. Mais vous savez, comme je l'ai dit, moi personnellement en tant que président, on part de l'existant, déjà l'inventaire de l'existant, et d'essayer de réduire les situations les plus préjudiciables pour des enfants, pour toiletter tout ça. Bon, vous voyez, votre réaction, il y a eu ce genre de débat lors de la journée des adhérents, certains trouvant que voilà, les choses étaient bonnes en l'état, d'autres non, mais qui montrent quand même, en tout cas ce que je vois, c'est que par exemple, pour les associations personnes morales, des commissaires aux comptes qui examinent leur situation disent « Mais attendez, vous ne disposez pas d'une légitimité réelle pour... Ben ça, vous avez uniquement des décisions individuelles des juges des tutelles et en de compte, mais ça ne nous paraît pas suffisant. » Donc moi, là, je laisse les choses ouvertes, mais en tout cas, on ne peut pas rester comme ça sans un peu plus de précision sur les réponses, notamment venant du ministère de la Justice. C'est comme la question du statut fiscal des indemnités. C'est invraisemblable que les choses soient aussi flottantes. Non, mais je sais pas, il ne faudrait pas imaginer que c'est le ministère de la Justice qui réglemente la manière dont les juges indépendants dans le droit démocratique français appliquent la loi et l'interprètent. Ce n'est pas le ministère qui fait ça, ce sont les juges. Alors qu'il y ait des discordances entre les juges, ça a toujours existé. Il y a même ceux qui se plaignent de discordances entre premier ressort et appel. Bon, là aussi, le principe de l'appel, c'est... Mais alors, vraiment, ce qui est surprenant dans les cas que vous décrivez, c'est comment un administrateur ad hoc peut-il accepter lui-même tout seul de garder 400 000 euros sur son compte, alors qu'il a quand même l'obligation, s'agissant d'argent qui ne lui appartiennent pas, de rendre compte au juge des tutelles. Enfin, c'est là où... Alors qu'il le fasse, pardon, permettez, qu'il le fasse, c'est peut-être regrettable de sa part, mais ce n'est pas une loi qui changera quelque chose à une pratique discutable. Non, mais on peut borner les choses quand même. Et je dois dire que l'observation du fonctionnement de l'administration ad hoc m'a montré que certains... Vous savez, le problème des administrateurs ad hoc qui sont notamment personnes physiques, c'est d'être isolés et qui sont face à une pression énorme d'un certain nombre de magistrats qui veulent qu'ils contribuent à la résolution d'un certain nombre de problèmes qui les embarrassent. Et c'est ça qui amène à des diversités de situations dont certaines semblent, et je dis bien semblent, et ce n'est pas mon point de vue personnel, mais des débats qu'il y a eu lors de cette journée, éminemment critiquables. Ce n'est pas la loi qui changera quelque chose, hein. C'est la pratique des administrateurs. Alors, l'autre remarque, moi, que je voudrais faire, si vous voulez, simplement, sans monopoliser trop, c'est vrai que votre présentation est diverse, intéressante et importante, mais n'y a-t-il pas le risque, finalement, de créer encore un autre, excusez-moi, je pousse un petit peu dans les termes, un autre travailleur social spécialisé et seul spécialisé dans ce que vous appelez être l'intérêt supérieur de l'enfant, notion européenne ou internationale, il n'y aura que lui qui aura le monopole de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui devra se coordonner avec ceux qui ne travaillent que sur l'intérêt sans supérieur de l'enfant ou avec les familles. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, voilà, mais après, c'est à approfondir, à réfléchir. Puis moi, j'ai une question toute simple. Est-ce que, par exemple, les administrateurs ad hoc dans le département de l'Isère sont payés ou non, défrayés ou non de leurs frais? Ça, je n'ai pas compris encore. Alors je reprends simplement sur le point précédent. La première partie de votre réaction, c'était, rappelez-le-moi, parce que là, j'ai flashé sur la deuxième, mais... Non, mais allez-y.
Oui, je crois que c'était sur... Enfin, M. Foyol-Noirterre s'interrogeait sur la ah oui, alors le fait de rajouter... Oui, moi, ce qui me rassure, c'est que tout le monde est d'accord pour dire l'intérêt supérieur de l'enfant, ça s'apprécie in concreto. Et je veux dire, dans les travaux qu'il y a eu sur le groupe intérêt supérieur de l'enfant, la question n'était pas de systématiser, mais de permettre à certains moments, lorsqu'il apparaît que la situation est tellement confuse et l'enfant tellement enfoui dans des tensions et des procédures qui ne concernent que les adultes, qu'il fallait un petit peu faire apparaître et laisser la possibilité qu'il soit représenté, assisté. Loin de, je pense, des intentions là, des rédacteurs de ces propositions de rajouter encore quelqu'un. Mais il y a manifestement, et ça, quiconque, par exemple, suit les questions de déclaration judiciaire d'abandon et tout le travail qui est fait actuellement sur les enfants délaissés, se pose pour certains, ou sur les contentieux de l'adoption. Il y a des cas, c'est pas comment les plus fréquents, mais où il y a cette nécessité. Maintenant, ce que vous évoquez, oui, c'est un risque. On est très généreux dans ce pays en termes d'intervention sociale et éducative. On est très faible dans leur coordination et dans leur simplification. Donc je ne pense pas qu'on cherche, nous, encore à aggraver la situation. Alors sur l'Isère, Oui, sur la Drôme, parce que bon, il y a deux associations. Il y a Chrysalis Isère et Chrysalis Drôme. Voilà. Alors, quelques petites mises au point. À ma connaissance, il n'y a pas d'administrateur ad hoc à titre individuel sur la Drôme. Il n'y a que 3 associations, personnes morales agréées qui délèguent à des personnes physiques. En ce qui concerne la gestion des fonds, et en ce qui concerne ce que fait Chrysalis Drôme, mais je pense que les 2 autres associations, La Sauvegarde et Remède, pratiquent de la même manière. Dès lors qu'il y a des dommages et intérêts qui ont été obtenus, l'association Chrysalis écrit au juge des tutelles mineurs et demande au juge des tutelles mineurs, alors selon le cas, enfin nous c'est pour l'instant la pratique que l'on a suivie, si les sommes sont relativement faibles, enfin dans leur montant, et si le mineur est proche de sa majorité, nous demandons au juge des tutelles de rendre une ordonnance, nous autorisons à placer l'argent au nom du mineur, et jamais l'association n'accepte, jamais l'argent n'est déposé au nom de l'association, mais c'est toujours sur un compte ouvert au nom du mineur, ce qui fait qu'aucun argent ne transite par la comptabilité de l'association. Et le juge des tutelles mineurs rend une ordonnance nous autorisant à placer l'argent sur un compte bloqué. S'il s'agit de sommes importantes ou que l'enfant est très jeune, nous venons actuellement de refuser 3 désignations du juge des tutelles mineurs de Valence qui nous avait désignés pour de jeunes enfants. Nous avons répondu en disant qu'il ne nous était pas possible d'assurer une gestion pour de nombreuses années. Nous sommes une association constituée uniquement de bénévoles. Nous ne pouvons pas garantir sur la durée. Et dans ce cas-là, le juge des tutelles en prend note et désigne une autre association capable, elle, de garantir une gestion sur la durée. Voilà. Donc pour moi, je pense que vous avez fait état de cas isolés qu'il convient peut-être de dénoncer, ou en tous les cas d'attirer l'attention de ces administrateurs ad hoc sur ces pratiques. Mais en tous les cas, en ce qui concerne la Drôme, il n'y a pas de gestion de fonds sans ordonnance claire et précise, sans autorisation du juge des tutelles mineurs, et nous rendons dans ces cas-là compte chaque année de notre gestion, c'est-à-dire nous justifions chaque année par l'envoi d'un courrier au juge des tutelles du montant des fonds jusqu'à la majorité. Voilà. Et pour répondre à M. Fayolle-Noirterre, l'administrateur ad hoc est indemnisé par sur les frais de justice criminelle. Voilà. Donc ça dépend du type de procédure. Il y a une indemnisation en cas, selon le juge qui désigne. Donc pour la phase de l'instruction, pour la phase devant la cour d'assises, il y a un montant d'indemnisation différent si c'est une désignation qui émane d'un juge des tutelles. Voilà. Et en ce qui concerne Chrysalis Drôme, ce sont uniquement des bénévoles qui sont défrayés de leurs frais. Donc il y a une indemnité kilométrique. Et s'ils doivent assister, par exemple, plusieurs jours un enfant lors d'une cour d'assises, il y a une indemnisation pour des frais de repas. Mais nous ne parlons bien donc que d'indemnisation.
voilà, et non pas de rémunération. Je vais peut-être vous libérer. Nous avons dépassé l'heure. Je vous remercie encore d'être venus et d'avoir participé à cette journée. Voilà, nous restons à votre disposition via notre site internet si vous aviez d'autres questions à nous poser ou éventuellement d'autres propositions de rencontres à nous faire. Voilà, merci encore et peut-être à bientôt.